Salut, je vois que je suis en direct. Bon bah tant mieux, donc ça veut dire que c'est bon, ça a marché. En fait hier, donc on avait aussi prévu un live, mais bon, c'est vrai que par rapport à Facebook, il y a eu un problème. Je sais pas si c'est par rapport au navigateur ou par rapport à autre chose. Salut Michael. Voilà, mais en tout cas hier on n'a pas pu faire un live, mais voilà, mais on va essayer de se rattraper et de continuer le rythme. Donc là, enfin c'est mon tour, hein. C'est mon tour actuellement. J'ai fait exprès de, comment dire. Donc ça vous permet un petit peu de voir un décor familier. Parce que c'est vrai que ça fait depuis longtemps que vous n'avez pas vu ce décor-là. Donc je pense que ça fait toujours du bien de voir un petit peu des bibliothèques comme ça, etc. Euh, donc si je vous parle aujourd'hui, en fait, c'est par rapport, donc encore une fois au Japon, hein, comme mon premier live. Et là, je vais me centrer sur tout ce qui est donc les idées reçues, tous les clichés ou toutes un petit peu les idées qu'on peut avoir sur le Japon parce qu'on les a entendues quelque part ou parce qu'on pense que c'est forcément comme ça, parce que c'est une sorte de quelque chose qu'on connaît de base en fait et on se dit non, mais c'est forcément comme ça le Japon. Donc voilà, il y a plusieurs éléments en fait comme ça et on va essayer de voir ensemble si c'est vrai ou pas parce que je vais vous donner une liste, comment dire, des idées reçues, mais ça peut très bien être des fausses idées reçues comme des idées qui s'avèrent être vraies. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est ça. Et puis, vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux d'idées reçues. Il y a il y a des sortes de clichés qui sont un petit peu, comment dire, basiques, et d'autres qui vont un petit peu plus en détail. Mais en tout cas, ce que je vous conseille, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Japon et si jamais vous avez des idées reçues, parce que ça pourra toujours enrichir en fait ce que je vais pouvoir dire. Et voilà, si jamais vous avez des questions ou autre chose, bah c'est encore mieux en fait. Voilà, donc là je vois qu'il y a 11 personnes, donc ça va, je crois que je peux voir les commentaires parce que j'ai vu celui de Michael. Et puis là il y a Victoria, donc salut, super. Donc on va commencer par la première. Alors en fait, c'est connu de tous, enfin voilà, entre guillemets, c'est le fait que les Japonais, ils ont un petit peu du mal à parler anglais. Enfin, donc moi ça me fait sourire parce que c'est vrai que d'un côté, je pense que c'est un peu vrai. De moins en moins, j'ai envie de dire. C'est vrai que, bah, avec les JO qui étaient censés se passer en 2020, même si c'est plus le cas, en fait, il y a surtout Tokyo qui s'est préparé à l'arrivée donc de beaucoup de touristes et aussi de professionnels sportifs. Donc c'est pour ça que les taxis et que les gens en général en fait se sont mis à parler, donc à s'entraîner donc à l'anglais. Je dirais qu'en général, quand on est dans les grandes villes, on peut quand même tomber sur des personnes qui parlent anglais. Je veux dire, c'est pas comme si on va tomber sur une métropole où il y aura aucun moyen de communiquer. C'est-à-dire que quand on va aller donc dans des magasins, quand on va aller par exemple pour acheter un billet de train ou autre chose, et qu'on tombe sur un employé qui parle que japonais, et ben en fait, elle va faire en sorte de nous transférer à un de ses collègues ou une de ses collègues qui cette personne parle anglais. Donc c'est pour ça que je dirais que ce cliché, enfin que cette idée reçue est assez vraie quand même, en général, même si ça tend donc, en fait, à s'améliorer. De mon expérience personnelle, c'est vrai que j'ai plus communiqué avec des Japonais, comment dire, assez jeunes. Donc forcément, j'étais dans un milieu étudiant parce que pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai vécu un an au Japon donc en tant qu'étudiant, mais aussi professeur. Donc donc les Japonais que je côtoyais étaient assez jeunes. Elles parlaient, on va dire du coup de manière basique en anglais. Vraiment, ça allait, hein. Mais voilà, en tout cas pour le premier. Donc salut Pascal, salut Clément. Je suis en train de voir du coup de voir les gens qui se connectent. C'est bien ça, cette application parce que c'est la première fois que je fais un live en fait donc à travers un portable. De base, euh, donc le prochain, en fait la prochaine idée reçue que j'ai envie de vous dire, ce serait par rapport au fait donc aux baguettes, le fait que les Japonais ne mangent que avec des baguettes. Ça, c'est forcément, on le voit partout. On le voit dans les films, on le voit dans les séries, on le voit dans les mangas, les animés. Ça en fait c'est vrai de base, mais c'est pas, mais en fait on peut manger aussi avec d'autres couverts. Par exemple, si vous allez dans un restaurant, si vous allez voilà, soit dans des ramen, enfin soit du coup dans un resto de ramen ou autre chose, bah il y aura toujours la possibilité de demander
donc aux employés, si vous pouvez avoir une cuillère ou une fourchette. En fait, pour les bols de ramen, euh, de base, il y a une sorte de cuillère assez creuse qui est avec ça. Donc en fait, je dirais que les Japonais donc ne mangent qu'avec des baguettes. Alors c'est une généralité, c'est vrai qu'on peut manger aussi avec d'autres couverts, mais on va dire à 90% c'est avec des baguettes en fait. Et puis au final, enfin, la plupart du temps, j'ai l'impression enfin, qu'on s'y habitue rapidement. J'ai envie de vous dire que qu'on s'y habitue. Alors au final, on n'a pas donc forcément besoin de demander des couteaux, des fourchettes à chaque fois, parce que si jamais on commande de la viande ou on commande des plats comme ça qui de base se coupent, en fait, bah, quand ils vont nous les servir, ça va déjà être coupé en plusieurs morceaux. Je vais prendre l'exemple. Je ne sais pas si vous connaissez les dambori. Je ne sais pas si je peux voir le chat en fait parce que là je vois que les gens qui se connectent mais je ne vois pas de commentaires. En fait, les dambori, c'est des bols de riz, vous voyez. Et en fait, avec ces bols, bah, il y a du topping comme des œufs, des oignons, et donc soit du bœuf, du porc, etc. Et en fait, donc le bœuf ou le porc, ils vont être coupés en tranches. C'est-à-dire que même avec des baguettes, bah, vous pourrez en fait vraiment manger vraiment du coup de manière très facile. C'est vrai qu'au début, quand on y reste pendant juste 2 semaines, ben, on se dit qu'on pourra pas en fait, comment dire, on se dit qu'on pourra pas avoir, prendre l'habitude de manger avec des baguettes, mais franchement, vraiment, ça vient tout seul. J'ai beaucoup de personnes qui, comment dire, qui n'arrivent toujours pas. Au final, ça fait depuis longtemps qu'ils essayent, mais j'ai l'impression que c'est des réflexes un petit peu d'occidentaux qui font en sorte que, euh, que voilà, que en fait, on fait tomber le riz, on fait tomber ça, mais au final, là, je vous dis ça comme ça, le prolongement de vos doigts. C'est-à-dire que pour ce doigt-là, donc ça, du coup, ça doit être la première baguette, hop. Et pour le deuxième doigt, bah, ça va être la deuxième baguette. Et en fait, on va gérer la pression en fait des baguettes avec le pouce. Donc les deux baguettes, c'est les doigts. Et on met le pouce ici comme ça. Et après, on a juste à faire la pince comme ça. C'est vrai que dit là comme ça, j'ai l'impression de vous dire quelque chose de magique, mais au final, c'est vrai que c'est pas évident. Les Japonais ne mangent qu'avec des baguettes. Oui et non. Ok. Le troisième, donc ça serait que les Japonais sont timides. J'ai mon assistante qui est venue en courant pour me donner des baguettes. Voilà, mais c'est parfait ça, waouh. Mais quel budget de fou, ça veut dire. Voilà, donc comme je vous disais, en fait, donc, la première baguette, ça va être le premier doigt comme ça va être le prolongement. Et en fait, le deuxième, il va juste se poser ici comme ça. Et regardez mon pouce. En fait, mon pouce, il est entre les deux. Je vais pas essayer de faire en sorte. Il faut que je garde une pression quand même sur le pouce, hein. D'accord? Sur les deux baguettes. Je suis en train de faire un tuto pour quand même, pour quand même manger avec des. Si je bouge le doigt du haut donc vers le bas, vous allez voir que la baguette va suivre le mouvement. Voilà. Mouvement numéro 1. Comme ça. Voilà. Et puis après, en fait, j'ai juste à relever le deuxième doigt. Comme ça. D'accord? Et en fait, le pouce, il va servir. Là, en fait, si je le fais comme ça, vous allez voir que si je baisse, et ben en fait, ils vont pas se croiser. Donc le pouce, il va servir à redresser la première baguette, comme ça. Hop, et au moins, je pourrais pincer donc la viande, les légumes, les œufs, etc. C'est vraiment incroyable la technologie. Comme ça. Hop. Je pense que vous avez compris. En tout cas, pour résumer, oui, les Japonais mangent avec des baguettes. Pour un troisième, alors donc lui, il est assez général aussi. C'est les Japonais sont timides. Les Japonais sont timides, c'est une idée reçue. Je vous dirais que c'est vraiment pas le cas. Par rapport à tout ce que j'ai vu, en fait, c'est juste qu'ils ont une manière différente d'approcher les gens. C'est-à-dire que voilà, donc ils vont parler avec les personnes et tout, ils vont avoir des contacts. En fait, ils vont se rapprocher des personnes, alors que, enfin, vraiment par rapport aux idées et donc par rapport à ce qu'ils disent, alors que nous, en fait, on peut dire qu'on n'est pas timide parce on peut être des fois tactile, on peut être présent vraiment physiquement et puis montrer nos émotions avec des gestes, Je dirais qu'au Japon, c'est pas du tout ça. Au Japon, en fait, on pense qu'ils sont timides parce qu'on les voit stoïques, on les voit juste, du coup, de marbre.
Du coup, en fait, ils cachent leurs émotions et vraiment, surtout le soir, je dirais, surtout quand on va dans des soirées ou quand il y a de l'alcool qui rentre en jeu, peut-être, bah, vous verrez qu'ils sont pas du tout timides. Mais même sans ça, en fait, de base, ils sont pas du tout timides et ils ont juste un mode de fonctionnement différent du nôtre. Vous voyez, donc c'est pour ça que on a l'impression qu'ils le sont, alors que non. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cas en fait d'étrangers qui sont soit touristes ou soit qui ils ont une vie active sur place. Donc on a beaucoup de cas de personnes comme ça qui n'arrivent pas à s'adapter en fait au monde au mode de fonctionnement des Japonais. C'est-à-dire que voilà, donc quand on va dans des soirées à thème pour rencontrer des gens et tout, bah on voit en fait donc on interprète mal les signaux des Japonais parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. C'est-à-dire que des fois on va se dire que je parle à cette personne-là mais elle ne me comprend pas ou elle ne veut pas réagir et donc on pense qu'elle est timide, etc. C'est juste qu'en fait que non, c'est deux modes de fonctionnement différents. Pareil. Ok. Alors ok. Oh super. Donc j'ai une autre intervention de l'assistante Amélie. Alors Louis Adrien. Donc je te salue. Qui me dit. Il paraît que les. C'est quoi le mot j'ai peur de comprendre le mot. Sont. Ok. D'accord. Il paraît que les prostituées sont blondes à la peau bronzée. Ok. Alors en fait, toi tu parles de ça. En fait, donc ce mode de fonctionnement, enfin, ce que tu décris, c'est pas forcément les prostituées. C'est-à-dire que en fait, c'est surtout une tendance donc avec les jeunes. Ça, on va appeler ça les guialleux. En fait, les guialleux, c'est des filles qui sont au lycée ou à la fac, je crois pas que ça existe au collège, qui vont vraiment donc, se teindre les cheveux en blond. Donc c'est-à-dire que c'est pas du tout naturel, hein, vraiment. Et elles vont vraiment forcer le bronzage au maximum. Donc, enfin, comme tu penses, oui, donc les filles blondes bronzées, alors ce n'est pas des prostituées, mais c'est des jeunes japonaises qui sont au lycée ou à la fac et voilà, en fait, c'est une tendance. En gros, cette tendance, elle vient du fait que de copier la Californie. En fait, les Japonais ont une sorte de vision un petit peu vraiment très magnifique du coup de la Californie, et donc c'est pour ça que on pense forcément au bronzage, on pense forcément aux cheveux éclairés. Donc c'est une tendance des jeunes, c'est pas forcément les prostituées. En fait, je te dirais que les prostituées ont plutôt un look banal, vraiment. Franck, tu connais le... Euh, je- J'arrive pas à lire la question. Je vais voir. Donc je vais passer à la prochaine et puis je pense que je vais retourner sur celle-ci. Alors pour Amanda, y a-t-il une diversité ethnique à Tokyo? Alors, alors je pense qu'il y en a pas mal. Moi, en fait, j'ai vécu surtout au sud du Japon et je peux te dire enfin que j'en voyais donc déjà beaucoup. À Tokyo, comme forcément c'est beaucoup plus dense que là où j'ai été, je te dirais que oui, des touristes ou des gens qui ont une vie active, euh, des gens assez, enfin, des looks, enfin, du coup des origines assez variées. Soit à Tokyo, soit autre part dans le Japon. En fait, en général, quand il n'y a pas forcément de diversité, je dirais que dans la plupart du temps, en fait, c'est le cas. À part dans les grandes villes où forcément, donc il y a plus donc ce genre d'influence. Dans les grandes villes, que ce soit Osaka, Kyoto ou Tokyo, c'est pas courant du coup d'en voir, mais donc on peut quand même tomber sur des cas assez. Ah ouais, donc le youtubeur Louis San, ok. Alors je le connais, enfin, j'ai vu quelques-unes de ses vidéos, moi je dois avouer que. Et Tev d'ici Japon, par contre, lui j'adore, vraiment. Alors en fait, donc Louis San, j'ai plus trop le souvenir en fait de ses vidéos, en fait, du coup enfin, donc je connais de base. Je sais qu'il s'est associé à Tev d'ici Japon pour faire une chaîne commune. Dans tous les cas, je suis très très fan euh, voilà, du programme que Tev fournit en fait. Parce que ça peut être à la fois culinaire, ça peut être culturel. Il a fait quelques vidéos aussi par rapport donc à la langue au Japon. Notamment, il a fait une vidéo que je vous conseille sur l'apprentissage global du japonais. Je crois que la vidéo dure 1h30, quelque chose comme ça. C'est les points basiques
mais centré sur une seule vidéo. Donc donc, voilà, donc si jamais vous avez un tout petit peu de temps devant vous, allez sur la chaîne d'ici Japon, il y a beaucoup de choses. Et voilà, donc en fait c'est une personne qui fait aussi de l'urbex, donc elle fait de l'urbex vraiment sur le Japon en fait. Donc je crois que là c'est plus d'actualité, mais il avait aussi un caméraman allemand qui était son partenaire comment dire, qui partait donc en fait à l'aventure pour voir plusieurs zones donc urbaines qui sont abandonnées au Japon. Voilà, dans tous les cas, je connais les deux, donc les deux youtubeurs. Je sais pas si Louis San, en fait, il fait beaucoup de vidéos axées sur culture japonaise. Voilà, mais dans tous les cas, la valeur sûre, c'est ici Japon. Je vous le conseille à moi. Et puis d'ailleurs, il fait un type de vidéo qui, moi, me passionne, c'est les burger tours. Donc en fait, il fait le tour des burgers soit à Tokyo, soit à Kyoto, soit à Fukuoka. Vraiment, vous pouvez trouver de bonnes adresses grâce à ça. J'ai testé et puis vraiment, c'est très bon. Ensuite, les Japonais sont timides. Je crois qu'on l'a vu ensemble. Donc au final, non, ils sont pas vraiment timides en fait. C'est juste qu'ils sont pas du tout comme nous et ils montrent des signaux qui sont pas du tout les mêmes que nous. Donc j'ai un autre point. On ne mange que des sushis. Alors donc on ne mange que des sushis en fait. Ça c'est quelque chose qui est d'assez général et c'est vraiment pas du tout le cas. En fait, les sushis, j'ai envie de vous dire, ok, on peut trouver des sushis à tous les prix. On peut trouver du coup des sushis vraiment abordables qui sont peut-être à 1 dollar ou un peu moins vraiment, hein. Mais on peut vraiment trouver des sushis qui sont beaucoup plus chers que ça. J'ai envie de vous dire, et ça c'est ce que je disais en cours hier, en fait pour les sushis, plus le magasin est grand et plus le prix est bas. Plus le restaurant est petit, donc c'est-à-dire que il peut donc avoir que 3 chaises ou que 4 clients ouais, donc maximum, plus le restaurant est petit et plus le prix est élevé. Voilà. Mais l'idée reçue, on ne mange que des sushis, en fait, c'est pas du tout ça. La cuisine japonaise est vraiment très variée. Euh, je dirais aussi que ce qui marche beaucoup, c'est les légumes. Même si c'est assez cher, en fait, ils mettent des légumes qui sont coupés en lamelles. Voilà. Sinon, ils ont beaucoup de plats aussi à base de friture. Bah, ça, c'est vrai que c'est moins, comment dire, c'est moins sexy que les légumes, en fait. Mais voilà, il y a beaucoup de plats à base à base de friture, comme les tempura. C'est des légumes frits. Il y a aussi des crevettes frites. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les tempura. Mais voilà, c'est assez varié et ça se résume vraiment pas du tout au sushi. Par exemple, par rapport à ça, mon plat préféré c'est le katsudon. En fait, le katsudon c'est quoi? C'est un bol de riz avec par-dessus des œufs brouillés. Il y a aussi des oignons. Il y a une sauce au poisson. D'ailleurs, ça, vous pouvez acheter donc la poudre pour faire cette sauce partout, hein. On peut la trouver à Montréal et partout, hein. Il y a quoi d'autre? Il y a du porc pané. En fait, c'est des tranches de porc frits. Et si vous mangez pas de porc, en fait, il y a des versions au poulet, il y a des versions même sans viande, hein. Mais ça s'appellera pas que ça s'appelle pas du katsudon, mais voilà. Riz, œufs, oignons, sauce et porc pas de fer. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a aussi beaucoup de plats à base de riz. Le matin aussi, en fait, donc en fait en Occident, le matin on mange en fait plutôt sucré. Ça peut être du pain, ça peut être des tartines, du café ou autre chose, hein. Au Japon, le matin, en fait, ils mangent vraiment salé. Ils se font une soupe de miso. Ils se prennent du poisson avec un bol de riz. Bon, après, vraiment, ça peut varier, mais en général, le matin, ils mangent ça. Donc, au Japon, on ne mange que des sushis. Ça, c'est vraiment fou. Et je pense que les personnes qui sont allées au Japon et qui sont dans le chat, même si moi, je vois pas le chat, hein, ils pourront témoigner. Vraiment. Ensuite, ah oui, là, il y a un point qui est vraiment super intéressant. Le sport national du Japon, en fait, les gens pensent que c'est le sumo. Donc, en fait, l'idée reçue, le sport national. Bah, c'est pas le cas. En fait, voilà, c'est parce que le sumo, ça fait référence donc directement à la culture japonaise. On se dit que dans la mentalité commune, mais ce n'est pas le sport le plus pratiqué. En fait, le sport le plus suivi au Japon, le sport qui a le plus de succès,
c'est le baseball. Le baseball, c'est quelque chose de fou furieux. Comment vous dire? Moi, j'ai de baseball, un dôme, hein, qui s'appelle le Yakufoku Dome, quelque chose comme ça. Et en fait, l'équipe de baseball de Fukuoka était la meilleure du Japon. Donc c'était en fait, c'était vraiment, on entendait l'hymne des Hawks partout. On pouvait le chanter au karaoké, on pouvait l'entendre dans les bars. Voilà, en fait, donc l'hymne de l'équipe de la ville où j'habitais était vraiment au centre en fait de tout. Donc c'est-à-dire que c'était comme un petit peu un hymne, comment dire, national, mais à moindre mesure. C'est le cas. Pour vous dire que le baseball a vraiment une place importante, c'est-à-dire qu'il y a c'est vraiment suivi à fond à la télé. Je dirais que sur le net, il n'y a pas beaucoup de, comment dire, d'influence du baseball donc au Japon. Enfin, par rapport à nous, donc en fait à nous les étrangers, mais je pense qu'au Japon, sur le net, sur Twitter, Instagram, il doit vraiment être suivi. Quand on va dans, du coup, voir un match de baseball, on voit vraiment que l'ambiance, et c'est quelque chose de hors norme. Il y a de tous les âges, hein. Il y a des petits enfants, il y a des personnes âgées, il y a tout le monde. Et vraiment, je crois que c'est la première, enfin, je crois que c'est la preuve ultime qu'en fait les Japonais sont pas timides. Dans ces moments-là, tout le monde crie, tout le monde chante, tout le monde est ensemble en fait. Donc l'idée reçue comme quoi les Japonais sont distants, et donc en fait ils ont ce genre de mentalité. Alors d'un côté c'est vrai par rapport à la distance, mais quand il y a des événements comme ça, le baseball ou même dans les Matsuri, les gens sont plus chaleureux entre eux en fait, que les gens sont vraiment dans leur coin et ne veulent pas être embêtés. Donc par rapport au baseball, c'est le sport national du Japon, contrairement au sumo qui lui a quand même une place importante, hein. Vraiment vraiment le sumo c'est comment dire, c'est un des sports les plus connus forcément dans le monde entier, mais au Japon en général, on va passer à une autre idée reçue. Les Japonais travaillent beaucoup. Celui-ci, il est vrai. Voilà. Peut-être que je vous fais peur pour les personnes qui veulent ensuite travailler au Japon. J'ai plusieurs amis qui ont fait des travaux au Japon, hein, je crois qu'ils ont travaillé dans des karaokés, dans des stands pour les marchés de Noël ou ce genre de choses. Ça, c'était des jobs, on va dire, du coup, c'était important, mais en complément de leurs études. Donc là, le rythme était assez normal, on va dire. Pour des Japonais qui ont un temps plein, oui, ils bossent vraiment énormément. Ils travaillent vraiment très souvent. Et en fait, ce qui est le plus important à noter, c'est tout le côté heures supplémentaires. Ça, en fait, c'est pas, comment dire, c'est pas inscrit dans le marbre, mais on attend de nos employés japonais de donner du coup le meilleur d'eux-mêmes pour l'entreprise. Et en fait, forcément, c'est le fait que quand on est dans une entreprise, c'est-à-dire que dans la mentalité commune au Japon, on débute et on commence tout en bas de l'échelle et on monte peu à peu, on ne va vraiment pas sortir de ce schéma-là. On va rester dans cette entreprise, derrière à l'entreprise en fait. En fait, voilà, quand on fait partie d'un groupe, on y reste la plupart du temps. Après, il y a toujours des cas où on peut changer de travail, etc. Mais c'est assez minoritaire et en priorité. Voilà. Les Japonais travaillent beaucoup. Ça, c'est sur commentaire, mais je vois les personnes qui se connectent. Donc là, par exemple, là, il y a. Alors, ton prénom, c'est quoi? C'est Loïki. Je pense que c'est un pseudo. Dominique Roussin Brousseau. Salut Dominique. Alors, un prochain, ça serait quoi? Ça serait. En fait, je pense que ça, on le connaît. Le port du masque, c'est pas. Il y a certains pays qui portent ce masque à cause de la pollution, on va dire. Donc au Japon, c'est majoritairement pas le cas. En fait, quand on est au Japon, et on peut avoir toutes sortes de maladies. Ça peut être donc une maladie vraiment bénigne. Ça peut être juste un tout petit rhume. Ça peut être une période où on a une allergie par rapport donc à l'éclosion des fleurs, etc. Chaque maladie est une occasion de porter un masque. Donc c'est-à-dire que si on a une grosse maladie ou si on a une petite maladie, ça revient au même. On doit porter un masque. Pareil, c'est une coutume en fait qu'on fait naturellement.
Voilà, et je suis sûr que les personnes qui sont allées au Japon et qui sont en train de voir ce live, eh ben, en fait, ils sont allés dans la rue et ils ont vu beaucoup de personnes avec des masques. C'est tout à fait normal. Nous, en fait, on est en train de vivre ça actuellement. Et c'est pour ça que l'Occident n'est pas habitué à ça. C'est pour ça qu'on a des réactions un petit peu bizarres par rapport au port du masque. Les gens ne savent pas comment l'appréhender. C'est parce qu'on l'a jamais vu, en fait. Nous, quand on est malade, on ne porte pas de masque de base. Mais c'est différent au Japon et c'est différent en Asie en général. C'est pour ça que des personnes ne pensent pas forcément que le masque est utile par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc d'autres personnes pas, comment dire, pensent que c'est utile. Bref, dans tous les cas, on n'est pas habitué au port du masque, alors qu'au Japon, c'est le cas. En revanche, s'ils portent des masques, c'est pas par rapport à la pollution. C'est par rapport donc vraiment au fait de quand on est malade, donc on porte un masque automatiquement. Bref, des Canadiens. Et au final, à chaque fois que l'un de nous était malade, on prenait réflexe de porter un masque, même si on est étranger, et même si on était au Japon, pas pour y faire notre vie, mais pour une période. Voilà, c'était quelque chose qui était accepté de tous. Et quand on portait un masque, eh ben on le remarquait pas tellement que c'était naturel. Ok. Ah oui, et le port du masque, j'avais envie de vous dire quelque chose par rapport au port du masque. En fait, au Japon, c'est aussi un moyen d'établir une distance entre les gens. Si on porte un masque au Japon, c'est principalement parce qu'on est malade, mais c'est aussi parce que on n'a pas envie que les gens s'approchent de nous. Ça, c'est le cas aussi par rapport aux jeunes filles qui sont au lycée ou à la fac. Régulièrement, on peut voir donc ces filles-là porter un masque. Nous, de base, en fait, on dit qu'elles sont malades, alors qu'elles portent juste le masque pour cacher leur visage, euh, parce qu'elles sont timides ou autres. Mais on a vu que la timidité, c'est pas forcément ça au Japon. Euh, mais aussi pour faire comprendre aux gens de ne pas déranger, entre guillemets. Donc, on porte un masque pour des maladies. On porte aussi un masque pour les gens. Voilà. Je sais pas si d'ailleurs, si en Occident, on prendra le si donc, si jamais on est malade. Mais ça, c'est un prochain, comment dire, une prochaine idée reçue, les trains arrivent toujours à l'heure. Ça, c'est vraiment vrai. Ça, c'est vrai dans la grande majorité des cas. C'est arrivé rarement de tomber sur des wagons de métro qui arrivent en retard, même le train en général. La plupart du temps, en fait, le train, on le prend pour aller voir des temples qui sont reculés, parce qu'il y a beaucoup de temples qui sont immenses au Japon et qui sont en dehors des villes. On peut être à Tokyo, on peut être dans toutes les villes qu'on veut, Osaka, Kobe, Hokkaido. On peut, en fait, on va prendre le train pour aller vraiment dans des zones un petit peu reculées, des zones, comment dire, naturelles, montagneuses, forestières. Et voilà, c'est, comment dire, le train arrivera toujours à l'heure. Forcément, je vous dis ça, vous arriverez toujours forcément à trouver un contre-exemple, mais vraiment, c'est dans la grande majorité des cas, ça arrive toujours à l'heure. Euh, à Fukuoka, le métro est réputé pour ne pas être celui le plus rapide, enfin, le métro le plus rapide, c'est-à-dire que donc le métro arrive à l'heure. En revanche, euh, on n'a pas beaucoup de wagons en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas beaucoup de métros qui vont passer. On va attendre plusieurs passages vont être assurés en temps et en heure. À Tokyo, c'est différent. À Tokyo, le métro, il est hyper régulier, il bouge tout le temps. En fait, quand on est à Tokyo et quand on est dans le métro, on ne peut pas attendre. On voit tout le temps passer des métros, donc c'est-à-dire que le flux, vraiment, il bouge tout le temps. Il est tout le temps en circulation. Que ce soit sur la ligne Yamanote. Donc en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas, la ligne donc Yamanote, c'est un cercle qui est au centre du Japon et qui fait les quartiers les plus connus. Que ce soit sur cette ligne-là, en cercle, ou sur les autres lignes, dans tous les cas, les trains, ils arrivent à l'heure. Et il y a beaucoup, beaucoup de métros pour assurer le flux. Alors, c'est quoi le prochain? Le Japon est super développé en technologie. Alors, pas pour toutes les sortes enfin, pas pour toutes les technologies, mais si je veux parler des technologies, comment dire, des technologies du quotidien, portables, assistance à la maison, là ils sont vraiment très forts.
Je me souviens qu'une fois, j'étais dans un centre commercial, enfin, j'étais dehors et je voulais rentrer dans un centre commercial et je suis tombé sur une exposition qui était à l'intérieur de ce centre commercial et en fait, c'était une sorte de compétition entre plusieurs robots. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des enfants. C'était pas dans le cadre scolaire, hein. C'était dans un cadre vraiment de la vie de tous les jours. Il y a plusieurs enfants qui ont proposé leur version des robots. Et donc en fait, ils étaient dans une sorte d'arène, entre guillemets, et où les gens jugeaient les robots. C'était pas comme si c'était une sorte de combat entre plusieurs robots, mais c'était juste par rapport à l'esthétique, par rapport à comment ils marchent, comment ils bougent, etc. Alors j'ai une question de Amanda. Est-ce vrai que One Piece est comme une religion au Japon? Alors ça c'est un point super important. One Piece, et là on l'a vu avec Demon Slayer, c'est un phénomène au Japon. Au Japon, donc il y a beaucoup plus de personnes qui lisent des mangas qu'au Canada. En revanche, ils vont se baser que sur les séries connues. Enfin, ils vont se baser, non, vraiment c'est assez varié, mais la plupart ne connaissent pas tout le catalogue varié du Japon parce que vraiment il y a énormément de mangas. Pour le cas de One Piece, en fait, les enfants les plus jeunes, ça peut être les personnes les plus âgées du Japon, tout le monde connaît One Piece. Ça, je peux vous l'assurer. Euh, un cas, vraiment, je vais là vous dire donc un exemple tout bête. Je pense que vous connaissez tous la tour de Tokyo. Donc c'est une tour immense qui est au centre de Tokyo. Elle est rouge et blanche. Elle est un tout petit peu plus petite que la tour Eiffel, je crois. Bref. Et en fait, ça, en bas de la tour de Tokyo, vous avez un restaurant dédié à One Piece. Donc en fait, tellement que One Piece est connu au Japon, au rez-de-chaussée du, comment dire, du monument le plus connu du Japon, se trouve un restaurant dédié à ce manga. Donc, est-ce que c'est comme une religion? Pas à ce point-là. En revanche, c'est connu de tous et vraiment, tout le monde apprécie One Piece. En fait, One Piece, ça va au-delà du manga. C'est un phénomène culturel de A à Z. Il y a aussi des magasins qui sont dédiés à One Piece, mais après, vous pouvez trouver ça pour d'autres mangas qui sont connus. Mais One Piece, par exemple, moi, j'étais pas dans une ville hyper grande, bah, il y avait donc un magasin dédié à One Piece. Donc, il y a des Jump Stores dans tout le Japon. Donc, c'est des magasins de manga et de goodies qui sont figure One Piece. Donc, il y a ça, mais il y a aussi, à part des magasins One Piece, pour vous dire le succès que ça a. Donc, en fait, un autre exemple, c'est le fait que à Kumamoto, donc en fait, c'est une ville qui est tout au sud du Japon. Kumamoto, c'est juste à côté de Hiroshima. En fait, à Kumamoto, il y a une statue de Luffy en bronze, il me semble, qui est, je crois, donc au centre-ville. Mais j'ai pas visité la ville, donc je suis pas sûr de la localisation de la statue de Luffy à Kumamoto. Et en fait, le projet, tellement que One Piece, donc on sait pas, le projet, c'est de faire une statue de chaque personne de l'équipage de Luffy euh, dans les villes principales du Japon. Donc on aura une statue de Usopp, je crois qu'elle a d'ailleurs été donc dévoilée. On aura une statue de Sanji, Zoro, donc Nami, etc. Chopper. Je pense que celle de Chopper aura vraiment beaucoup de succès. Mais voilà, One Piece est vraiment un monument de la culture japonaise. Pour plein de raisons différentes. Et donc on le voit quand on marche dans la rue, on le voit quand on regarde la télé, on le voit partout. Je vais passer à la suite. Et puis là, je crois que ça fait environ 43 minutes. Alors après, je vais voir si vous avez d'autres questions. Mais en tout cas, moi j'ai d'autres points, donc je vais un petit peu continuer à aborder avec vous. Les rues sont propres. Alors ça, c'est une idée reçue qui n'est pas forcément connue de tous, mais en général, c'est ce qu'on pense quand on va au Japon automatiquement. C'est vrai. Dans la rue, dans les grandes métropoles, en Amérique ou en Europe, etc., on peut tomber sur des trottoirs qui sont pas à 100% propres, hein. Après, il y a plusieurs raisons à ça. Mais voilà. Sachez qu'au Japon, les gens accordent une grande importance à la propreté des rues. Je vais vous dire un exemple. Donc imaginez que vous avez une entreprise au Japon. Donc c'est-à-dire que vous êtes propriétaire d'une entreprise. Et en fait, vous avez votre magasin, vous avez la devanture du magasin, et vous avez le trottoir qui est devant le magasin. Dans la mentalité du Japon, dans la mentalité des Japonais,
on va nettoyer l'intérieur du magasin, la devanture, mais aussi le trottoir. Donc c'est-à-dire que si on est donc en automne ou autre chose, les feuilles mortes, on va les enlever de notre trottoir. Du trottoir qui est devant notre magasin. Donc c'est pour ça qu'on dit que les rues sont propres, etc. C'est parce que les propriétaires de magasins s'appliquent eux-mêmes donc à nettoyer leur coin de rue, on va dire. Mais aussi, de base, c'est nettoyé très régulièrement, rapide et très tôt le matin. Les rues sont très propres au Japon, c'est vrai. Euh, Si jamais vous avez des questions, donc vous n'hésitez pas. Les traductions, là j'arrive à mon dernier point, donc c'est tradition et modernité. Alors c'est quelque chose qu'on entend souvent par rapport à Tokyo, par rapport au Japon en général aussi. En fait, tradition et modernité, ça veut dire tout et n'importe quoi. Mais au final, vraiment c'est le cas, mais on va dire que c'est la chose la plus évidente en fait quand on part au Japon. Les temples, les parcs naturels, ça c'est ancré dans le quotidien dans le quotidien des Japonais. C'est-à-dire que on respecte à 100% la nature au Japon. Du coup, si on veut dire nature en japonais, on va dire shizen. Et ils ont toute une sorte d'admiration pour ce qui est shizen, donc la nature. Donc, le Japon est entre tradition et modernité, oui c'est vrai. Parce que comme je vous ai dit, par rapport à la technologie, ils sont à la pointe. En tout cas par rapport à tout ce qui est technologie du quotidien. Euh, et aussi, ils ont un grand côté tradition, folklore, euh, le respect par rapport aux divinités. C'est-à-dire que tout le côté shintoïste, donc c'est-à-dire les croyances donc en la nature en général, donc c'est ce qu'on appelle le shintoïsme, il est super développé, même si de base donc on n'appartient pas à cette croyance. En fait, donc les temples shintoïstes, ils sont ouverts à tous. Donc tous les Japonais vont prier, même si ils ne sont pas forcément croyants en fait. En fait, vous verrez beaucoup de sondages et d'études sur Internet qui montrent que la plupart du temps, les Japonais répondent non, je ne suis pas croyant, mais oui, je vais prier au temple shintoïste. Parce qu'en fait, ils voient ça plus comme une habitude et comme un respect envers la nature, plutôt qu'à une croyance divine. Donc, oui, le Japon est clairement entre tradition et modernité, j'ai envie de vous dire. Dans tous les cas, on peut trouver des temples, on peut trouver des statues bouddhistes en plein cœur de la ville. Et à côté, on peut trouver donc des magasins électroniques qui font beaucoup de bruit. Parce que si vous ne savez pas, les magasins électroniques, ils peuvent être juste à côté des temples. Mais en fait, ils ont de la musique, comment dire, ils ont de la musique qui passe en boucle dans ce genre de magasin. Et c'est pour ça qu'on a le silence des temples et le bruit assez dérangeant des magasins donc électroniques comme ça. C'est-à-dire que ça peut être des magasins de portables, d'ordinateurs et tout, et ça fait un boucan énorme. Et ça peut se placer juste à côté des temples. Donc c'est pour ça qu'on a un côté tradition et puis donc modernité. C'est parce que les deux mondes se mélangent au Japon. Voilà, super. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que moi j'ai terminé du coup de mon côté. Si jamais vous avez des questions, je pense que y a tante Amélie qui va gentiment me les donner. Mais sinon, voilà, moi j'ai fini. Je pense que ça peut vous donner une idée, donc une idée globale des idées reçues au Japon. Vous voyez qu'en fait j'ai fait une liste. Dans cette liste, il y a à la fois des idées fausses et à la fois des idées reçues qui s'avèrent être vraies. Il parle mal anglais, ça c'est vrai. On ne mange qu'avec des baguettes, ça c'est vrai, oui, ok. Les Japonais sont timides, ça c'est faux. On ne mange que des sushis, ça c'est complètement faux. Le sport national et le sumo, ça c'est faux aussi. Les Japonais travaillent beaucoup, ça c'est vrai. Contre la pollution, ça c'est faux. Les trains arrivent toujours à l'heure, vrai. La meilleure technologie, ça c'est vrai aussi. Les rues sont propres, vrai. Et puis la tradition et modernité, vrai, même si ça peut s'apparenter à beaucoup de choses différentes. Donc ça vous fait un aperçu global de tout ça. J'ai répondu à quelques questions, je pense que je vais m'arrêter là. C'était cool. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes, je crois que ça allait peut-être à 29 ou 30 personnes, ou peut-être que c'est moi qui me fais des films, mais en tout cas c'était vraiment super.
J'ai juste pu voir vos noms. Donc je suis enchanté de vous rencontrer pour les personnes enfin pour les pseudos que j'ai vus pour la première fois et puis pour les autres. Je vous dis encore une fois bonjour et je vous souhaite courage pour toute cette période un petit peu compliquée, mais voilà. J'espère que ça vous a fait sourire un petit peu ce live, que ça vous a montré un petit peu la zone du lounge que vous appréciez tant. Alors voilà, donc je vous dis à tous au revoir et puis donc bon après-midi et puis donc bonne soirée. Parfait. Bye bye.